Bonjour et merci de regarder cette 5e vidéo de La Voix au chapitre, émission dont je me sers pour faire un retour rapide et sans artifice sur mes lectures personnelles. Alors dernièrement j'ai lu Thérèse Desquéroux de François Mauriac, et c'est donc de ce livre dont on va parler aujourd'hui. Alors Mauriac, j'en avais déjà entendu parler bien sûr, hein, mais pour moi c'était un peu cet auteur de second rang en fait. Alors je dis ça sans aucun jugement, prétention, mauvaise intention ou quoi que ce soit. Mais c'est pas un auteur dont on entend finalement tant parler que ça, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les grands auteurs qui semblent faire l'unanimité. Ils sont réputés, tout le monde les connaît, donc typiquement par excellence Victor Hugo ou Balzac ou Maupassant, voilà, ou Jules Verne, voilà. Et puis si on remonte un peu plus loin, Molière, Corneille, Racine, hein, voilà, bon, par exemple. Et puis, il y a ces auteurs dont on a entendu parler un peu comme ça, mais ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Euh, donc des auteurs un peu plus confidentiels, entre guillemets, même s'ils sont quand même très connus. Je pense par exemple à Hervé Bazin, euh, qui a écrit Vipère au point, voilà. Ou, pour moi, Mauriac. Ce qui est complètement stupide, puisque le monsieur est quand même lauréat du prix Nobel, donc c'est pas non plus n'importe quoi, voilà. C'est pas un petit écrivain de pacotille, quoi, disons. Alors, j'habite à même pas 500 mètres de sa maison natale, donc fallait quand même que je fasse quelque chose, donc je me suis dit je vais lire Mauriac, et du coup j'ai commencé par Thérèse Desquéroux, donc toujours sur les conseils de mon libraire. C'est un livre assez court, j'ai pas grand chose à en dire. Euh, pour être tout à fait franc, c'est bien, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus transcendant en fait, je sais pas trop dans quelle mesure, mais c'est pas une lecture voilà, qui m'a plus marqué que ça, même si ça reste très très bien, bien sûr. Donc, avant de rentrer dans les détails, on va lire le résumé ensemble. Alors, à Argelouse, petit village entouré de landes et de pins, les mariages sont arrangés pour allier les familles et réunir les terrains. Thérèse Larocque devient ainsi Madame Desquéroux, femme singulière d'un homme ordinaire, enfermée dans sa solitude, piégée par le poids du clan et des intérêts, les convenances et les rumeurs. Ce roman envoûtant de Mauriac est celui d'une femme prisonnière, un être coupé de tout, de tous les côtés, une héroïne sombre qui tentera ainsi, quoi qu'il en coûte, sans plus de scrupules, de se libérer du joug, de son mariage et du destin qu'on lui impose. Voilà. Alors, c'est basé sur une histoire vraie, mais librement adaptée par Mauriac, donc c'était un fait divers à l'époque dans la région. En gros, le livre commence et Thérèse sort d'un procès, on ne sait pas encore trop ce qu'elle a fait, c'est un peu flou, mais bon, l'important est qu'elle est acquittée, elle est déclarée innocente. Même si ses proches la savent coupable. On sait qu'elle est coupable, mais le juge dit qu'elle est innocente. Et là, la structure du livre est intéressante. Donc là, je précise que je vais divulgacher toute l'intrigue dans moins de 5 secondes, hein, comme d'habitude. Il y a un retour en arrière qui nous explique en fait tout le cheminement jusqu'au procès. Et la structure du livre est intéressante parce qu'il y a vraiment en fait 3 parties, mais qui sont imbriquées et dont on ne voit pas le changement en fait. C'est-à-dire que les 2 premiers chapitres, vous avez ici le chapitre 1, donc là c'est le procès, et on arrive au chapitre 2, voilà, vidéo un peu ASMR, là je tourne les pages. Une station encore et ce sera Saint-Clair d'où il faudra accomplir, en carriole, la dernière étape vers Argelouse, qu'il reste peu de temps à Thérèse pour préparer sa défense. C'est-à-dire sa défense, qu'est-ce qu'elle va dire à son mari. Et donc en fait, chapitre 3, c'est pas du tout la suite quand elle arrive, c'est le retour en arrière, où on va avoir toutes les explications de ce qui l'a conduit jusqu'au chapitre 1. Mais ça, c'est pas clairement précisé en fait, on s'en rend compte, mais voilà, cette imbrication est assez intéressante. Et c'est la même chose, alors je sais plus vers quel chapitre ça se passe, mais on arrive au point présent du récit, et immédiatement, ce sont les conséquences. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Hop, conséquences. Donc en fait, il y a tout un retour en arrière qui est imbriqué dans le récit, mais dont on n'a pas de séparation claire. Donc ce retour en arrière, où on est dans l'intimité de Thérèse, on va comprendre ce qu'elle a fait et tenter de découvrir pourquoi. Le résumé le dit, elle veut se libérer du joug de son mariage, qui l'oppresse, et en fait, bon bah voilà, elle essaye de tuer son mari, en l'empoisonnant, ni plus ni moins. Et au début du livre, avec ce retour en arrière, il y a comme un espoir, elle va lui parler, là on vient de le dire, là c'était dans la fin du chapitre 2, il lui reste peu de temps pour préparer sa défense, que va-t-elle dire?
Et au début du livre, avant ce retour en arrière, il y a comme un espoir. Elle va lui parler, tout lui expliquer, parce que c'est un geste obscur qu'au fond elle ne s'explique pas vraiment. Donc bon, là ça me rappelle la fameuse scène dans L'étranger où Meursault poignarde un arabe, avec finalement la justification que le soleil se reflétait dans la lame du couteau jusqu'à l'aveugler, donc bon bah voilà, conséquence, il plante un arabe sur la plage. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que, voilà, elle est dans l'ennui, elle est piégée par cette vie quotidienne qu'elle n'a pas voulu, parce que c'était un mariage arrangé, et elle finit par empoisonner son mari, mais c'est une sorte de conséquence, voilà, une suite logique, une sorte de fatalité, en fait. Mais du coup, après ce long retour en arrière inséré dans le récit, hein, comme je le disais, qui occupe la majeure partie du livre, hein, d'ailleurs, retour au présent, et forcément son mari est pas très content. Donc il la prive de liberté, en fait. Et comme on est en province et que tout le monde se connaît, les apparences c'est important, donc elle est contrainte d'accompagner son mari à la messe le dimanche, par exemple. Et puis finalement, il lui rend sa liberté, elle part vivre à Paris et puis ils ne se revoient plus jamais. Donc ce dénouement où son mari l'envoie à Paris, il y a une scène très intéressante en fait où on pense que les deux personnages vont enfin pouvoir se comprendre, s'atteindre, voilà, se réunir, mais non. Une distance est mise fatalement et ils en restent là. Donc bon, je vous lis un petit passage. Si Bernard lui avait dit « Je te pardonne, viens », elle se serait levée, l'aurait suivi. Mais Bernard, un instant ému, n'éprouvait plus que l'horreur des gestes inaccoutumés, des paroles différentes de celles qu'il est d'usage d'échanger chaque jour. Bernard était à la voix comme ses carrioles, il avait besoin de ses ornières. Quand il les aura retrouvées ce soir même, dans la salle à manger de Saint-Clair, il goûtera le calme, la paix. Je veux une dernière fois vous demander pardon, Bernard. Elle prononce ces mots avec trop de solennité et sans espoir, dernier effort pour que reprenne la conversation. Mais lui proteste. N'en parlons plus. Vous allez vous sentir bien seul. Sans être là, j'occupe une place. Mieux vaudrait pour vous que je fusse morte. Il hausse un peu les épaules et presque jovial la pria de ne pas s'en faire pour lui. Voilà. Et puis finalement, donc du coup, ils se séparent. C'est assez surréaliste hein, finalement, mais voilà. Donc, pour résumer l'histoire, voilà, c'est une femme qui essaye d'assassiner son mari, et puis finalement, il décide de rester, voilà, il se revoit, elle part à Paris, lui, il retourne dans les Landes, et puis terminé. Donc l'histoire n'a pas vraiment d'intérêt, ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est raconté. C'est le genre de livre, typiquement, qu'il faut lire par soi-même, en fait. Donc je vais vous lire un petit extrait, pour pouvoir apprécier quand même le style de François Mauriac. On va prendre la page 51. 52, c'est une scène conjugale entre Thérèse et son mari, donc Bernard, et je trouve ça bien écrit, donc voilà. Je vous le partage. Il était enfermé dans son plaisir comme ces jeunes porcs charmants qu'il est drôle de regarder à travers la grille, lorsqu'il renifle de bonheur dans une auge. C'était moi l'auge, songe Thérèse. Il avait l'horaire pressé, affairé, sérieux. Il était méthodique. Vous croyez vraiment que cela est sage, risquait parfois Thérèse, stupéfaite. Il riait, la rassurait. Où avait-il appris à classer tout ce qui touche à la chair, à distinguer les caresses de l'honnête homme de celles du sadique? Jamais une hésitation. Un soir, à Paris, où, sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent, Bernard quitta ostensiblement un music hall dont le spectacle avait choqué. Dire que les étrangers voient ça, quelle honte, et c'est là-dessus qu'on nous juge. Thérèse admirait que cet homme pudique fût le même dont il lui faudrait subir, dans moins d'une heure, les patientes inventions de l'ombre. Pauvre Bernard. Non pire qu'un autre, mais le désir transforme l'être qui nous approche en un monstre qui ne lui ressemble pas. Rien ne nous sépare plus de notre complice que son délire. J'ai toujours vu Bernard s'enfoncer dans le plaisir, et moi, je faisais la morte, comme si ce fou, cet épileptique, au moindre geste eût risqué de m'étrangler. Le plus souvent, au bord de sa dernière joie, il découvrait soudain sa solitude. Le morne acharnement s'interrompait. Bernard revenait sur ses pas et me trouvait comme sur une plage où j'eusse été rejeté, les dents serrées, froides. Je trouve ça, mais magnifique. C'est-à-dire la description de la... Enfin, ils font l'amour, quoi. Enfin, c'est surtout Bernard qui fait l'amour tout seul, en fait. Mais Thérèse admirait que cet homme pudique fût le même dont il lui faudrait subir, dans moins d'une heure, les patientes inventions de l'ombre. Les patientes inventions de l'ombre, je trouve ça, mais fantastique. Donc, on remarque également cette façon d'intégrer les pensées de Thérèse, vous voyez, dans la narration. On passe de l'un à l'autre assez fréquemment, comme on vient de le voir là dans ce passage. Et d'ailleurs, je vous en lis un autre parce que c'est assez intéressant comme procédé, je trouve, page 89. Bernard, éveillé par le bruit de leur voix, les attendait en robe de chambre dans le salon. Thérèse a tort de chasser le souvenir de la scène qui éclata entre le frère et la sœur. Cet homme capable de prendre rudement les poignets d'une petite fille exténuée, de la traîner jusqu'à une chambre du deuxième, d'en verrouiller la porte, c'est ton mari, Thérèse. Ce Bernard qui d'ici 2 heures sera ton juge.
Voilà, donc là le narrateur interpelle directement Thérèse. Je trouve le procédé assez sympa, ça change en fait, voilà. Le narrateur s'adresse d'ailleurs, en début de livre, directement à Thérèse. Voilà, Thérèse, beaucoup diront que tu n'existes pas, voilà. Bon. Voilà, donc une vidéo assez courte, hein, comme annoncé. Je lirai certainement, très certainement, d'autres livres de Mauriac, mais bon, j'ai énormément de lectures là en cours, dont il faut que je m'occupe avant. Notamment Giono, si vous avez vu pardon, ma vidéo sur Colline. Vous savez que j'ai envie de lire Le Hussard sur le toit, donc c'est prévu. Mais en tout cas, j'ai envie de lire plus de François Mauriac, pour voir surtout, enfin vraiment dans ce style. Voilà. Je pense que c'est un prix Nobel qui est mérité, je suis d'accord avec, le jury de l'époque, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Ciao.